Bonjour Myriam Philibert. Bonjour Francis. Voilà, donc aujourd'hui on fait une interview concernant votre dernier livre qui est sorti aux éditions Liber Mirabilis et c'est toujours un événement. Et donc je dis le titre de votre livre, c'est Échapper vers les horizons intangibles. Oui, c'est le titre. Ça peut paraître un peu étrange comme titre. Pourquoi échapper? Parce que bon, voyage, ça faisait un petit peu dans la durée, alors qu'échapper, il y a une limite. On peut imaginer une limite, une brièveté qui n'existe pas dans voyage. Alors, horizon plutôt que monde, parce que horizon, ça donne quelque chose d'imperceptible. C'est là, quand on est au bord de la mer et qu'on voit le fond, la limite entre la mer et le ciel, c'est quelque chose qui est euh, presque immatériel. Donc, c'est pour ça que le mot horizon a été choisi. Et intangible plutôt qu'invisible, c'est parce que invisible, on arrive à contourner l'invisibilité et on arrive donc à franchir cette barrière de l'invisibilité, alors que intangible, comment dire, intangible, il y a, quand on approche de l'objet qui n'existe pas, soit on ressent une sorte de décharge et une barrière, soit au contraire, il n'y a rien. C'est le vide. Donc en fait, voilà, c'est un peu pour expliquer le titre. Et bon, maintenant, enfin, je l'ai envisagé, si vous voulez, en trois parties. Oui. Donc une première partie où il est question de mythes. Donc en fait, il y a toute une littérature sur les mondes, bon, je vais mettre entre guillemets invisibles, soit parce qu'ils ont disparu, qu'ils ont réellement existé, qu'ils ont disparu, qu'ils ont été engloutis par la mer, disparus sous les sables, soit euh, parfois ces mondes, on a le privilège de les voir ressurgir à l'occasion de déplacements des côtes. Ça a été le cas pour certains sites en Grèce notamment. Mais pour ma part, un monde invisible qui me touche beaucoup et pour lequel je viens d'écrire d'ailleurs un article pour Liber Mirabilis, c'est Shambhala. Alors Shambhala, ça a été une capitale des Ouïghours à l'époque médiévale, et puis brutalement, on ne sait, enfin, si on en connaît les raisons plus ou moins historiques, c'est l'arrivée de l'islam qui a fait que la capitale a complètement disparu dans les oubliettes et qu'on ne sait même pas où elle est à l'heure actuelle. Ah oui. Mais par contre, le mythe est devenu quelque chose de fabuleux, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est devenu, en fait, comment dirais-je,
pour les bouddhistes, presque le sommet intangible, je vais dire, du bouddhisme actuel. Quelque chose qui est souterrain, qui comprend des millions de villages, mais qui n'appartient pas à notre monde, mais reste dans les limites de notre monde. C'est pas l'au-delà dans le sens du monde des étoiles c'est à notre frontière, mais ça demeure dans le monde qu'on ne peut pas concevoir, qu'on peut difficilement concevoir et qu'on ne peut appréhender que dans un état de réalité non ordinaire. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la phrase d'introduction, plus que jamais, il importe d'explorer des dimensions fantastiques, de s'ouvrir à d'autres réalités. Et donc, je pense que là, ça nous entraîne au deuxième chapitre. Il convient de trouver un passage. C'était le deuxième point que vous vouliez évoquer. Voilà. Oui, alors donc le passage, c'est ça qui est fondamental. Les univers invisibles, on explique ça prosaïquement. Paris, les catacombes, c'est le monde souterrain. Le Paris où on circule, c'est le monde aérien, on va dire. Donc là, on va superposer. Et si vous voulez, la science vient en quelque sorte à notre rescousse. Et parmi les théories, il y a les théories où l'univers est comme une sorte d'accordéon où tout se touche, et il y a donc ce que l'on appelle aussi en matière d'ordinateur une interface, et ces interfaces permettent d'avoir accès à ces réalités qui sont à notre porte, tout en étant éloignés parce qu'on a du mal à les concevoir si proches de nous. Là, on va parler un peu certainement de la cinquième dimension. Voilà, c'est ça. Donc en fait, la quatrième dimension, c'est l'espace-temps. C'est quelque chose qu'Einstein a mis en œuvre et qui a été bien sûr repris par tous les scientifiques à l'heure actuelle. Et après, on entre dans la cinquième, et après, on entre dans les multivers, comme se plaisent à le dire tous ceux qui travaillent sur la mécanique quantique. Et donc, en fait, la mécanique quantique fait qu'on rejoint l'imaginaire des plus grands auteurs de science-fiction. Voilà. Et j'ai bien aimé l'introduction pour le troisième point. Vous dites, il est temps de s'offrir le voyage sans prendre l'avion, bien sûr. Donc, c'est un côté un peu humoristique, mais donc, si vous pouvez développer ce chapitre, ce troisième paragraphe. Oui, alors, c'est le voyage sans carte, sans mot, avec seulement un cheminement qu'on a, comment dirais-je, en mémoire ou dans l'esprit. Et donc, en fait, c'est le vol magique ou le voyage du chaman. Alors, le chaman peut voyager en rêve éveillé, et surtout en transe. Et quand on est capable d'entrer en transe à volonté, il n'y a plus aucune frontière. On se retrouve instantanément là où on a envie d'aller. C'est-à-dire, si par exemple vous voulez rencontrer des fées, des farfadets, des nains, des personnages fantastiques de cette sorte, la transe vous permet d'y accéder. Et je vois les gens qui n'arrivent pas à voir les faits, mais oui, parce que ils ont en quelque sorte des œillères devant les yeux, et ce qui fait que le chaman voit l'invisible, c'est que très souvent il a un bandeau avec des franges qui tombent devant les yeux, donc il a accès à deux réalités dans le même temps.
C'est ça la transe chamanique. Voir à la fois le réel, donc être encore ancré, et voir l'invisible. Et voir l'invisible, c'est vraiment des choses extraordinaires. Et quelle serait donc pour vous la leçon à retenir, enfin les enseignements à retenir principalement de cette échappée vers les horizons instantanés, intangibles, pardon. Euh, Quelle serait la leçon? C'est une ouverture d'esprit. Mm. On n'est plus borné au quotidien, on n'est plus borné au matériel, la chaise sur laquelle je suis assise, le bureau d'ordinateur en bois, l'écran qui est en face de moi. Donc, si vous voulez, tout ça s'estompe pour une autre réalité qui peut être ce qu'on veut. Ça peut être la, la, la réhabilitation d'une âme qui est comment dirais-je, qui est égarée. Ça, c'est un travail de chaman. Le chaman va voir cette âme, il va l'extirper de l'endroit où elle est, il va lui faire suivre son propre cheminement et il va la ramener sur la terre et dans de bonnes conditions. En fait, échapper vers les horizons intangibles, ça nous fait un pont un peu aux pérégrinations des âmes aussi. En fait, on peut faire le parallèle, enfin, disons, on peut faire la jonction aisément de ces deux livres. Oui, on peut faire en quelque sorte la jonction par le travail du chaman. Mais là, je voulais quand même insister davantage sur tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est de la légende, du conte, de la littérature ancienne, ces îles fabuleuses. Je pensais à l'île Blanche dans la mer Verte, donc quelque chose qui existe ou qui n'existe pas, on ne sait pas. Oui, c'est le côté féerique, Oui, imaginaire. on ne sait pas. La navigation aussi de Saint-Brandan, apparemment, il a découvert l'Amérique. Mais ce qu'il raconte est tellement fantastique qu'on a de la peine à le croire. Et pourtant, ça a été le roman le plus vendu, enfin vendu entre guillemets, parce qu'au Moyen-Âge, c'était plutôt copié, du Moyen-Âge, le voyage de Saint-Brandan. Dans toutes les langues communes espagnol, français, languedoc, allemand, gallois, irlandais, dans toutes ces langues-là, le voyage de Saint-Brandan a été traduit. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le Jules Verne du Moyen-Âge, en quelque sorte. Ma foi, avec tout ce que vous avez expliqué, ben, ça nous donne vraiment envie de lire, échapper vers des horizons intangibles. Pour ma part, je suis conquis. Et je vous remercie d'avoir accepté cette interview parce que la sortie d'un de vos livres, c'est toujours un événement pour la revue Liber Mirabilis et dont vous écrivez assez souvent des articles. Et pour ma part, je suis honoré de faire votre interview. Je vous remercie infiniment. Moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler pour Jean-Marc Savary. C'est vraiment un ami de très très longue date. Et je vous remercie et je le remercie infiniment pour. Voilà, donc on va mettre un terme à cette interview en vous souhaitant une bonne journée et puis qui sait plus tard pour d'autres interviews. D'accord, merci. Voilà. Merci à vous, merci à Jean-Marc et au plaisir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.